C'est une opération militaire classique. Il s'agit d'attaquer l'ennemi avec une force dévastatrice. On est dans le mur de l'œil. Et de couper ses communications. Arracher les yeux de l'ennemi, ses oreilles, et l'immobiliser pour l'empêcher de manœuvrer. Tout va être englouti. Et ce n'est pas une attaque surprise, une embuscade. L'agresseur a clairement annoncé ses intentions. Les experts ont prévu le jour, l'heure et même l'endroit où il allait frapper. Et pourtant, cette catastrophe naturelle a dégénéré en un désastre humain qui n'avait plus rien de naturel. On est anéantis. On n'a rien mangé depuis 3 jours. Pourquoi Katrina est-il devenu l'un des ouragans les plus meurtriers de l'histoire? Pas d'eau, pas de nourriture. On n'a plus de maison. On a tout perdu. On veut la retrouver. Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour répondre aux appels au secours? Qui a pris les décisions? Et pourquoi? Il faut faire quelque chose, on n'a rien à manger. Il y a des bébés et des handicapés ici. Elle est en train de mourir par terre. Il y a déjà 2 morts. Où est la FEMA? Où est le maire? On a besoin d'aide. Sortez-nous d'ici! Je sais même pas si mes gosses sont vivants. Découvrez l'envers du décor et plongez dans la réalité tragique de l'ouragan Katrina. Bâton rouge, Louisiane, juillet 2004. Une simulation est en cours dans le centre des opérations d'urgence de l'État. Le scénario, un ouragan meurtrier baptisé Pam dévaste la Nouvelle-Orléans et ses environs. Les eaux en crue submergent les digues et inondent la ville. Bilan humain, 61 000 morts. 380 000 blessés et malades. 500 000 sans-abri. 500 000 bâtiments détruits et 1 million d'habitants évacués de la zone. Dans cette simulation, Pam met hors service toutes les instances administratives locales. Sans même attendre un SOS, Washington prend en charge les opérations de secours. Après une semaine de scénario apocalyptique, les officiels mettent au point un plan d'action préliminaire. Les autorités locales connaissaient leurs responsabilités. L'État connaissait les siennes. Et le gouvernement fédéral aussi. Mercredi 24 août 2005, 11 h, dans le centre des Bahamas. De fortes précipitations et des vents violents agitent le ciel et soulèvent des vagues gigantesques dans l'océan Atlantique. Les photos satellites montrent des tempêtes en formation tourbillonnante, avec la rotation anti-horaire caractéristique d'un futur ouragan, et des vents d'une vitesse soutenue de 61 km/h. C'est officiellement une tempête tropicale, pour l'instant. La liste alphabétique des noms de tempêtes dans l'Atlantique en 2005 prévoit que le prochain est Katrina. À Miami, le Centre national des ouragans diffuse un avis. Des conditions météo typiques d'un ouragan sont probables dans le sud de la Floride dans les 36 heures. Bentonville, Arkansas. Une équipe d'urgence est déjà prête à intervenir. Les ouragans sont des catastrophes naturelles qu'on voit venir, et on peut donc prendre des mesures à l'avance. Pour nous, c'est la frénésie jusqu'à l'arrivée de la tempête. Cette équipe utilise cette longueur d'avance pour rassembler des camions entiers de fournitures utiles en cas de crise. De l'eau en bouteille, des lampes de poche et des barres énergétiques. Mais Jason Jackson ne fait pas partie du plan anti-catastrophe du gouvernement. Il travaille pour une chaîne de supermarchés. Jeudi 25 août, 15 h 30. Les vents de Katrina soufflent maintenant à 120 km/h.
Cela signifie que c'est désormais un ouragan de catégorie 1, capable d'endommager les arbres, les lignes à haute tension et les habitations mobiles. Tout en haut de l'échelle, un ouragan de catégorie 5, avec des vents supérieurs à 249 km/h, peut raser des quartiers entiers, tuant tous ceux qui se trouvent sur son passage. « 18h30. L'ouragan Katrina touche terre. Il ravage les côtes de Floride et pénètre à l'intérieur de l'État. Il laisse derrière lui 14 morts et 460 millions de dollars de dégâts. Pour un catégorie 1, il ne fait pas de quartier. La raison est simple. Les vents tourbillonnants de Katrina se déplacent à 13 km/h, soit relativement lentement. Un ouragan avance en moyenne à 25-30 km/h. Celui-ci est donc resté au-dessus de la Floride pendant une période assez longue, l'exposant à des vents relativement faibles, mais toutefois dignes d'un ouragan. Le passage de Katrina dans le sud de la Floride lui a coûté de son énergie. En général, les ouragans perdent en puissance sur la terre ferme, car ils puisent leur énergie dans les mers chaudes, comme un moteur qui brûle du carburant. Mais dès que Katrina retrouve la chaleur du golfe du Mexique, il reprend de la vigueur. Toutes les conditions étaient réunies, parce que les températures à la surface de l'eau dépassaient 27 degrés, ce qui est le minimum nécessaire pour la formation d'un ouragan. Vendredi 26 août, 11h30. Katrina se renforce. C'est maintenant un ouragan de catégorie 2, et il pourrait passer en catégorie 3 dans les 24 heures. Sa prochaine cible, quelque part entre la partie ouest de la Floride et la Louisiane. Le long de la côte du Golfe, la Croix-Rouge et l'Armée du Salut sont en alerte. Elles ouvrent des abris et des unités mobiles de distribution de nourriture. Bien avant que la tempête arrive, on a fait venir des gens et du matériel. On a mis nos réserves à l'abri dans des entrepôts le long du littoral. Les médias annoncent l'arrivée de Katrina, mais personne n'y prête vraiment attention. La Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Une ville américaine qui ne ressemble à aucune autre. Un cocktail débridé d'influences françaises, créoles, espagnoles, cajuns et africaines. Une ville où la musique est reine, avec un demi-million d'habitants amateurs de jazz, de vaudou et de cuisine épicée. Mais on danse en toute insouciance sur le sol fragile du delta du Mississippi. Ce grand centre portuaire est presque entièrement situé sous le niveau de la mer. Cette ville en forme de croissant est cernée par l'eau. Le golfe du Mexique à 150 km au sud, le lac Pontchartrain au nord et le fleuve Mississippi qui la traverse. En moyenne, les rues de la ville sont 1,80 m en contrebas des eaux du golfe. L'agglomération est protégée par l'un des plus grands systèmes de digues en terre et de murs d'endiguement au monde. Mais certaines digues s'enfoncent peu à peu et doivent absolument être réparées. Vendredi à 17 h, Katrina est au nord-ouest des Keys de Floride. À chaque heure qui passe, il puise un peu plus d'énergie dans l'eau chaude. Il devrait se changer en ouragan de catégorie 3 avec des vents allant jusqu'à 209 km/h. Katrina semble avoir choisi pour cible une région à l'ouest de la Floride. L'ouragan devient un monstre. De Washington à la Louisiane, à tous les niveaux, les autorités sont informées de l'arrivée imminente de Katrina. On s'occupe de l'ouragan Katrina. À Bâton Rouge, dans le centre des opérations d'urgence de Louisiane, les responsables sont sur le pied de guerre. Plusieurs fois par jour, ils se concertent par téléphone avec des services d'urgence de tout l'État, ceux qui sont en première ligne en cas de catastrophe. Un officiel a enregistré ces appels et nous les a confiés. Ils permettent de savoir ce que les autorités se sont dit et comment elles se sont préparées jusqu'aux derniers instants précédant le drame. Tout d'abord, je tiens à vous informer que le gouverneur enregistre cet appel. Je vous mets en contact avec la police de l'État.
Pour l'instant, aucune route n'a été coupée. Nous avons préparé tous nos équipements en vue d'un éventuel déploiement et toutes nos équipes se tiennent prêtes. Pour cet ouragan, comme pour toutes les catastrophes naturelles aux États-Unis, les dirigeants des villes et des États représentent les premières et plus essentielles lignes de défense. Détachement spécial, quel est votre rapport? Rien à signaler, on est en phase d'alerte. La Croix-Rouge ouvre un poste opérationnel avancé demain matin à Bâton Rouge pour centraliser les ressources en provenance des autres États et les mettre à la disposition de la Louisiane et des États voisins au cas où la tempête arriverait. Il y a un célèbre dicton qui dit « Toutes les catastrophes sont locales ». Avant même l'arrivée de l'ouragan ou la montée des eaux, un État demande souvent l'aide du gouvernement fédéral. C'est là qu'intervient la FEMA, l'Agence fédérale de gestion des crises. Elle est censée se concerter avec l'État et imaginer un plan d'attaque. L'État agit comme un intermédiaire. Il coordonne les besoins locaux et nous donne une idée de ce qu'il y a à faire. En ce vendredi 26 août, le Mississippi et la Louisiane déclarent l'état d'urgence, ce qui donne au gouverneur le droit de mobiliser la garde nationale et de suspendre les libertés civiques. Les gardes-côtes américains mettent leurs hélicoptères, leurs avions et leurs vedettes en alerte. Dans le golfe du Mexique, les compagnies pétrolières évacuent leurs stations de forage. L'arrêt de leur activité aura un impact immédiat sur le pays. Le Golfe représente en effet plus de 25% de la production nationale de pétrole et de gaz naturel. La Nouvelle-Orléans est de loin la plus grande ville sur la trajectoire probable de Katrina. L'ouragan doit toucher la côte dans 72 heures. Dans les jours à venir, 2 responsables politiques de Louisiane joueront un rôle déterminant pour le sort de la ville. Ray Nagin, 49 ans, ancien responsable d'une chaîne câblée, a été élu maire en 2002. Kathleen Blanco, 62 ans, est une politicienne chevronnée et la première femme gouverneure de Louisiane. Nous sommes vendredi soir, dans le quartier français. Sur Bourbon Street, on déguste les spécialités culinaires locales et on danse au son de l'orchestre, un verre à la main. Ici, personne n'a peur des ouragans. On leur rend plutôt hommage. Hurricane est d'ailleurs le nom d'un cocktail décoiffant très prisé. Vendredi, 23 h. Le Centre national des ouragans annonce que Katrina touchera terre dans la ville de Burras, en Louisiane, à moins de 100 km au sud-est de la Nouvelle-Orléans. Cette prévision va se révéler d'une précision incroyable. Samedi 27 août 2005. Katrina est maintenant un ouragan meurtrier de catégorie 3. Ses vents soufflent à 185 km/h. Il puise une énergie phénoménale dans le Golfe et propulse une onde de tempête devant lui. Bâton Rouge, 7h30. Jeff Smith, responsable des situations de crise en Louisiane, réunit ses collègues pour une téléconférence. FEMA Région 6, vous avez des infos? Le correspondant de la FEMA souhaite que les responsables de Louisiane prennent une décision cruciale sur les fournitures d'urgence. Il faut rassembler des provisions pour compléter ce qu'on a déjà, notamment de la glace. Il faut aussi choisir des points de distribution. Donnez-nous une heure qui vous convient ce matin et on vous rappellera pour en parler. Les évacuations ont commencé dans les zones au sud et à l'est de la Nouvelle-Orléans qui sont les plus inondables. Selon le plan d'urgence de l'État, ces comtés, ou paroisses, comme on dit en Louisiane, doivent être les premiers à être désertés, car ils sont les plus vulnérables. La stratégie est simple. Elle se résume à « partez aussi vite que possible ». Toutes les agences de la ville ou de l'État collaborent pour atteindre cet objectif. C'est une sorte d'accord tacite. Le but est de laisser les habitants des villages voisins se mettre à l'abri avant que les véhicules quittant la Nouvelle-Orléans n'encombrent les autoroutes.
Pour la ville elle-même, l'opération commence au moment où les prévisionnistes annoncent que des vents ayant la force d'une tempête tropicale vont toucher la côte dans 30 heures. Dans l'après-midi, on en est presque là. 13h30. Ceci n'est pas un exercice. C'est sérieux. Je ne veux pas vous inquiéter. Conformément à son plan, le maire de la Nouvelle-Orléans demande à ses administrés vivant dans les quartiers les plus inondables d'évacuer la ville. Vous devez être prêt à vous mettre en lieu sûr. Et surtout, comme l'a dit le gouverneur, gardez votre calme. Le maire annonce également qu'il ouvrira le Superdome le lendemain matin, dimanche, pour en faire un abri de dernier recours. Le Superdome est un stade de 70 000 places où joue l'équipe de football locale, les Saints. Il a été construit pour supporter des vents de 320 km/h. Le dimanche, en fin d'après-midi, la Louisiane et le Mississippi déclenchent des plans d'évacuation d'urgence par les autoroutes. Toutes les voies sont réservées au trafic quittant les villes. Même avec 2 fois plus de voies qu'en temps normal, il y a des embouteillages monstres. C'est très dur de partir. Toute notre vie est là-bas. On a du mal à décider de ce qui est important, de ce qui est de la valeur. Le long de la côte du Golfe, des milliers d'habitants fuient vers l'intérieur des terres, dans l'espoir d'échapper à la fureur de Katrina. Les hôtels affichent complet, les épiceries et les stations-service ne désemplissent pas. On vient de quitter une station-service. On a fait la queue pendant 2 ou 3 heures. La plupart des stations ont fermé. Mais des dizaines de milliers de personnes restent sur place. Quand j'ai interrogé les gens, ils m'ont répondu qu'ils n'avaient aucun endroit où aller. Alors ils préféraient ne pas bouger. Cette attitude concerne en particulier certains quartiers de la Nouvelle-Orléans. Et cette ville de près de 500 000 habitants n'est pas préparée à faire face aux conséquences. Beaucoup ont décidé de rester chez eux en attendant la fin de ce qui promet d'être l'un des ouragans les plus dangereux de l'histoire américaine. Samedi 27 août 2005, dans l'après-midi. Un ouragan potentiellement catastrophique doit s'abattre sur la côte du Golfe lundi matin. Un chiffre révèle l'ampleur de la tragédie à venir. Selon le plan de gestion des crises de la Nouvelle-Orléans, environ 100 000 habitants de la ville, plus de 20% de la population, ne possèdent pas de voiture ou d'autres moyens de transport individuels. La plupart de ces gens n'ont pas de quoi se payer un billet de bus, de train ou une chambre d'hôtel. Ils dépendent de l'aide sociale pour vivre et en fin de mois, ils n'ont souvent plus un sou en poche. Malgré les revenus générés par le tourisme, la Nouvelle-Orléans est une ville pauvre. 23% des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit près de 2 fois la moyenne nationale. Et le taux de criminalité est l'un des plus élevés par habitant dans le pays. Beaucoup des habitants les plus démunis vivent ici, dans l'immense 9e district. Les habitations sont des taudis construits jusqu'à 1,20 m sous le niveau de la mer. Crawford, Texas. Le président Bush est en vacances dans son ranch. Il reçoit et signe une demande du gouverneur Kathleen Blanco pour déclarer l'état d'urgence fédéral en Louisiane. La Maison-Blanche peut maintenant demander à n'importe quelle agence fédérale d'utiliser ses ressources pour aider la région. Samedi soir, la FEMA envoie 5 équipes de secours à Shreveport en Louisiane et Meridian dans le Mississippi. Elle déploie au total 262 personnes dans des zones non menacées, mais suffisamment proches pour lancer des opérations de sauvetage après l'ouragan. Quartier général de la FEMA, Washington. Léo Bosner, spécialiste des crises et syndicaliste, suit lui aussi la progression de Katrina. Selon lui, l'agence n'est pas du tout prête à répondre au type de désastre prédit par le scénario de l'ouragan Pam. Pendant la soirée de samedi et toute la journée de dimanche, on était tous pétrifiés de peur. Pourquoi n'avait-on pas pris plus de mesures? Depuis 2003, le directeur de la FEMA est Michael Brown.
Il a déjà géré des catastrophes comme les incendies de Californie ou l'explosion de la navette Columbia. La FEMA n'est plus l'organisation qu'elle était autrefois. Après le 11 septembre, le pays a porté tous ses efforts sur la lutte antiterroriste et le Congrès a changé son statut. L'agence ne dépend plus désormais de la Maison-Blanche. En 2003, elle a été intégrée au nouveau département de la sécurité du territoire. Le problème, quand la FEMA a été transférée au département de la sécurité du territoire, c'est qu'elle a quitté la Maison-Blanche. Et pour une agence gouvernementale, il n'y a rien de plus efficace que d'être tout près du président. Samedi 27 août, 19h. Katrina est un ouragan dangereux de catégorie 3. Il fonce droit sur la Louisiane et le Mississippi et s'apprête à monter d'une ou deux catégories. Les cartes météo montrent une expansion si rapide de Katrina qu'il semble engloutir tout le golfe. Ces vagues de 3,50 m approchent déjà de certaines zones côtières. À la Nouvelle-Orléans, on a fermé les vannes des digues qui entourent et traversent la ville. C'est le cas de l'Industrial Canal dans la partie est, le canal de la 17e rue à l'ouest et le canal de London Avenue dans le quartier de Gentilly. Les digues sont de simples levées de terre. Certaines sont surmontées de murs d'endiguement en béton armé. Elles mesurent entre 4 et 5,50 m. D'autres datent des années 1920. Le corps des ingénieurs de l'armée assure leur entretien et déplore des coupes budgétaires qui ont empêché des réparations pourtant urgentes. Les digues sont conçues pour protéger la Nouvelle-Orléans en cas d'onde de tempête provoquée par un ouragan de catégorie 3. Ce type de phénomène est observé quand des vents violents soulèvent un grand volume d'eau au-dessus du niveau normal de la mer. Pendant que des milliers de personnes fuient la Nouvelle-Orléans ce samedi soir, le trompettiste de jazz Kermit Ruffins revient chez lui après un concert à San Diego. Je me suis dit qu'il fallait rentrer au plus vite pour barricader les fenêtres, récupérer ma famille et partir. Mais Ruffins ne veut pas évacuer dans l'immédiat. Après avoir protégé sa maison, il part faire la tournée des bars du quartier français. Les bars étaient bondés. J'ai croisé pas mal de copains qui m'ont dit, avec l'humour typique de la Nouvelle-Orléans, demain ici, ce sera inondé. Le président Bush déclare l'état d'urgence pré-ouragan. 21h30. Le gouverneur de Louisiane, Kathleen Blanco, est en téléconférence avec des responsables des situations de crise. Elle leur rapporte sa dernière conversation avec la FEMA. La FEMA m'a dit que c'était très inhabituel. Aucun président n'a pris cette mesure depuis 1992. Je pense que ça montre bien à quel point on s'inquiète au plus haut niveau, au gouvernement. Et pourtant, malgré les mises en garde et les scénarios apocalyptiques, un rapport de la FEMA indiquera plus tard qu'en ce samedi soir, le 27 août 2005, les bars étaient en pleine effervescence dans le quartier français. C'est super ici! On s'éclate! Après minuit, tandis que les bars se vident peu à peu, l'ouragan Katrina prouve que les prévisionnistes avaient vu juste. Nuit de samedi à dimanche, minuit 40. Katrina devient un ouragan de catégorie 4, pourvu d'un appétit féroce. L'ouragan Pam n'est plus une simple théorie pessimiste. Le pire des scénarios est en train de devenir réalité. Dimanche 28 août 2005, 7h. Katrina est à 400 km dans le golfe du Mexique. C'est devenu un monstre de catégorie 5, un ouragan d'une rare violence qui doit toucher terre dans moins de 24 heures. À ce stade, le maire de la Nouvelle-Orléans, Ray Nagin, décide de lancer un ordre d'évacuation obligatoire de la ville, une mesure sans précédent. Bâton Rouge, Louisiane. Que se passe-t-il au niveau de la paroisse de la Nouvelle-Orléans? Lors d'une téléconférence entre l'État et la FEMA, les représentants de la Nouvelle-Orléans font part de leur inquiétude sur un point précis.
Nous mettons en place notre plan de transport intérieur pour acheminer le plus grand nombre de personnes sans véhicule jusqu'à un refuge de dernier recours. 8 heures. Ce refuge de dernier recours, le Superdome, commence à voir arriver les évacués. En coulisses, Michael Brown, le directeur de la FEMA, s'indigne qu'une évacuation obligatoire générale n'ait pas encore été officiellement annoncée. Il s'adresse directement aux habitants de la Nouvelle-Orléans. Il faut évacuer. Croyez-moi, si je vivais à la Nouvelle-Orléans, je partirais sans attendre. Crawford, Texas, 9h25. Depuis son ranch, le président Bush téléphone au gouverneur Kathleen Blanco pour discuter du plan d'évacuation de la Nouvelle-Orléans. À ce stade, le gouverneur et le maire ont le pouvoir et la responsabilité de mettre la population à l'abri. La Nouvelle-Orléans, 9h30. Le président Bush m'a appelé et m'a demandé de vous dire qu'il s'inquiétait pour les citoyens et se demandait quel impact l'ouragan aurait sur la population. Il m'a aussi demandé de m'assurer qu'il y aurait une évacuation obligatoire de la Nouvelle-Orléans. Maintenant, c'est fait. Et Katrina doit toucher terre dans environ 20 heures. Nous n'avons jamais rien connu de tel. Nous voulons que tout le monde parte. La ville de la Nouvelle-Orléans n'a jamais été touchée directement par un ouragan de cette puissance. Le maire impose également un couvre-feu à partir de 18 heures. 10h11. Le service national de météorologie lance un avis terrifiant, le type de mise en garde qu'il serait suicidaire d'ignorer. Des dégâts immenses sont prévus. La plupart de la zone sera inhabitable pour des semaines, peut-être plus. Au moins la moitié des bâtiments les plus solides subiront des dommages au niveau de la toiture et des murs. Toutes les fenêtres voleront en éclats. Des débris voleront partout. Les personnes et les animaux domestiques ou d'élevage exposés au vent ne survivront pas s'ils sont touchés. À ce stade, le dimanche matin, la plupart des gens ont fui la ville ou sont en train de le faire. Mais des dizaines de milliers d'habitants, beaucoup vivant dans les quartiers les plus inondables et les plus pauvres, ne partent pas. Ils font des provisions de dernière minute. On a de l'huile, de l'eau et à manger. Priez pour nous et pour la Nouvelle-Orléans. Il se disait, j'ai survécu à Betsy ou Camille, les ouragans précédents. On en a vu d'autres, et aucun n'a vraiment dévasté la région. Avec seulement 1600 policiers, le maire ne peut pas déployer les hommes pour faire respecter l'évacuation obligatoire. Et ce n'est pas seulement une question de moyens. Traditionnellement, ici, on n'aime pas chasser les gens de leur maison. Pourtant, la police utilise tous les arguments pour les convaincre. Je disais aux gens, facilitez-nous le travail. Prenez un marqueur et écrivez votre numéro de sécurité sociale sur votre bras et votre jambe. Comme ça, quand on retrouvera votre corps, on pourra vous identifier plus facilement. Le maire, Ray Nagin, dépêche des autobus pour récupérer des habitants en 12 points de la ville et les acheminer jusqu'au Superdome. Venez avec de la nourriture, de quoi tenir de 3 à 5 jours, et des couvertures, des oreillers. Mais pas d'armes, pas d'alcool et pas de drogue. Comme l'a dit le gouverneur, c'est comme si vous alliez camper. Selon la compagnie ferroviaire, la ville a décliné l'offre de faire monter des centaines d'évacués dans le dernier train de passagers à quitter la ville. Les prévisions météo pour Katrina sont si inquiétantes que Max Mayfield, le directeur du Centre national des ouragans, alerte non seulement Michael Brown, le directeur de la FEMA, et Michael Chertoff, chef de la sécurité du territoire, mais aussi le président Bush. Arthur Morell, membre de la Chambre des représentants pour la Louisiane, et sa femme Cynthia, conseillère municipale de la Nouvelle-Orléans, se demandent s'il faut évacuer. Mon mari et mon fils refusaient de partir. Ils voulaient attendre que ça passe, mais j'ai dit non. Le trompettiste de jazz Kermit Ruffins a déjà protégé sa maison. Maintenant, avec sa fiancée, il envisage de prendre la route. Normalement, je serais resté chez moi, les fenêtres calfeutrées avec quelques bougies, sans bouger pendant quelques heures. Mais
Ma fiancée m'a dit qu'Hermit, il vaut mieux s'en aller. Ailleurs, des gens se regroupent au coin des rues avec quelques rares effets personnels, quelques vêtements ou des oreillers. Il fait 33 degrés et l'air est très humide. Mais ils attendent qu'on les emmène au Superdome. L'opération dure des heures. À leur arrivée sur place, ils trouvent un abri sécurisé avec une antenne médicale, à manger et à boire. La FEMA et la Garde nationale de Louisiane ont acheminé des dizaines de milliers de litres d'eau et des rations militaires. À la nuit tombée, près de 10 000 évacués sont réfugiés ici. Je crois que les gens sont contents d'être à l'intérieur. Heureusement qu'on a le Superdome. Sans lui, je ne sais pas où on serait allé. Pour le moment, la FEMA a choisi 11 sites de stockage dans et autour de la zone menacée, avec plus de 2 500 000 litres d'eau. Plus d'1 300 000 rations militaires et 8 000 tonnes de glace. 18 heures. Le couvre-feu tombe sur la Nouvelle-Orléans. Le quartier français est désert. Il fait chaud. Tout est calme. Aux informations télévisées, le message est partout le même. Katrina déferle à travers le golfe du Mexique avec une force de catégorie 5, la plus violente. C'est vraiment l'ouragan qu'on redoutait. S'il ne dévie pas de sa trajectoire actuelle vers l'est du centre-ville de la Nouvelle-Orléans, ça va faire mal. Le sud évite d'être frappé de plein fouet, mais à l'est, c'est le pire scénario pour des inondations. On écoute la FEMA. 21h30. Les responsables de la FEMA et de l'État organisent une autre téléconférence avant l'arrivée de Katrina. Le ton de la discussion est professionnel et factuel, mais quelques détails de base ne sont pas encore réglés. Ici la FEMA. Nous voudrions avoir d'autres adresses de refuge possibles pour la population en Louisiane. J'ai envoyé un mail à la mairie. Le service national de météorologie annonce une situation grave. Il va y avoir une onde de tempête d'environ 5,50 mètres au niveau du système de digue. Cela va provoquer des débordements sur les digues fédérales et sur celles des paroisses. Ça va être un problème. L'eau va déborder dans le secteur. Lundi 29 août, 2 heures du matin. Katrina commence à perdre en énergie tandis qu'il se rapproche de la Terre et passe sur des eaux moins profondes. Il est rétrogradé en catégorie 4, peut-être 3. La partie avant de Katrina ravage déjà des villes côtières du Mississippi et de la Louisiane. Ces vents rugissent à travers des quartiers plongés dans le noir. Au moins 1 million d'habitants se sont mis à l'abri. Mais le long du littoral, beaucoup ont décidé d'attendre la fin de l'ouragan du siècle dans de vieilles maisons en bois, des refuges éparpillés un peu partout et le Superdome. C'est là qu'ils vont rester. Katrina est là. Il est trop tard. Lundi 29 août 2005. Le cauchemar est bien réel. L'attaque impitoyable de Katrina commence. 4 heures du matin. Les vents monstrueux soulèvent une onde de tempête de 4 à 5 mètres sur les côtes de Louisiane. « 5h02. L'électricité est coupée dans certains quartiers de la Nouvelle-Orléans et dans le Superdome. Le bâtiment est équipé de générateurs de secours, mais ils ne produisent qu'un faible éclairage. Environ 10 000 personnes sont à l'intérieur. Elles entendent le bruit de l'air conditionné qui s'arrête. La plupart gardent leur calme. Les gens nous traitent bien. Ils nous donnent à manger. On attend juste que ça passe. 6h10.
Katrina touche terre au niveau de Plaquemines Parish, à 90 km au sud-est de la Nouvelle-Orléans. Son avancée est suivie pas à pas par les analystes du Centre des ouragans à l'Université de Louisiane. Tout d'abord, une onde de tempête phénoménale remonte le Mississippi. Elle déferle par l'embouchure du fleuve dans le Golfe, et ici, dans le lac Borgne, convergeant vers une zone appelée l'entonnoir. Dans la Nouvelle-Orléans, les vents sont en furie, et à quelques dizaines de mètres du Superdome, deux frères, membres du groupe d'intervention de la police, Dwayne et Daryl Scheuerman, ont passé la nuit dans leur camion. On a fermé les portières et on a dormi. Mon frère à l'arrière de son camion et moi dans le mien. Et quand on a entendu le vent se lever, c'était comme si quelqu'un tambourinait aux portes. Doug Kissling, chasseur de tempêtes professionnel, installe sa caméra et commence à filmer. C'était des vents de catégorie 3 ou 4 qui emportaient des tas de trucs sur leur passage. Dans le Superdome, les évacués entendent un terrible vacarme. On dirait qu'une portion du toit du Superdome va bientôt se décoller du stade. Écoutons le gouverneur Blanco. D'après les comptes rendus que nous avons reçus du Superdome, il semble qu'il y ait des fuites dans la toiture. L'eau coule dans le stade. Les vents déchirent le toit par pans entiers de près de 5 mètres. Dans les rues, un homme lutte pour rester debout au milieu des éléments déchaînés. « 7 heures. L'œil de l'ouragan est toujours au sud de la ville, mais l'onde de tempête passe par-dessus les digues de l'entonnoir. Saint-Bernard-Parish commence à sombrer sous les eaux des deux côtés du canal intercôtier. Le 9e district de la Nouvelle-Orléans est lui aussi inondé. Ici, tout le long de l'Industrial Canal, l'eau déborde les digues. Elle commence à cascader dans les rues en direction de l'est et l'ouest. « 7h30. Écoutons maintenant les nouvelles des paroisses. Où en êtes-vous? C'est la première fois que les responsables des villes, de l'État et de la FEMA s'informent mutuellement de la situation. Aucune électricité. Les urgences ne répondent plus. Le réseau téléphonique est HS. On est sur nos portables. Les inondations sont massives à l'est. Tout va bien dans le Superdome. Quelqu'un peut vérifier le niveau de l'eau dans l'Industrial Canal? On a une forte onde de tempête qui arrive des voies navigables intercôtières à l'est de la Nouvelle-Orléans. Et aussi une montée des eaux dans le canal. Dans le Superdome, les évacués terrifiés continuent à regarder l'ouragan déchiqueter le toit. Au-dessus de la ligne de 50 mètres, un gros morceau du toit est parti. C'est tombé d'un coup. Tout le monde a eu peur, moi aussi. Je ne m'y attendais pas, c'est arrivé sans crier gare. Regardez, ça recommence. On ne savait pas si le stade allait tenir le choc. 7h45. Dans le 9e district, l'onde de tempête a commencé à éroder les digues en terre. Le long de la rive est de l'Industrial Canal, une brèche s'est ouverte brutalement. Dans tout le 9e district et l'est de la Nouvelle-Orléans, l'eau monte rapidement. Les crues atteignent une hauteur de 3,50 m au-dessus du niveau de la mer et de nombreuses maisons sont englouties. L'inondation de l'est de la ville s'accélère encore quand l'onde de tempête commence à faire céder les digues du lac Pontchartrain. La ville est en train de sombrer. À cet instant, Doug Kissling, le chasseur de tempête, circule en voiture dans le centre-ville.
Il croise un homme qui en sait plus sur la gravité des inondations que les journalistes présents sur les lieux. J'ai dû partir de chez moi, je crois que l'eau passe par-dessus les digues. Il paraît que non. Personne n'a dit que l'eau débordait au niveau des digues du lac? Je vais me renseigner. Ça monte tellement que j'ai dû quitter ma maison qui a pourtant 2 niveaux. À Bâton Rouge, pendant la téléconférence, le directeur de la cellule de crise de Saint-Bernard-Parish demande du matériel d'urgence à Jeff Smith, le représentant de la Louisiane. Il faut de l'eau et des rations le plus vite possible. On a demandé du réapprovisionnement. Dès qu'on l'a, on vous l'envoie. 10 heures. Katrina avance maintenant vers le nord-nord-est, s'abattant de toutes ses forces sur la frontière entre la Louisiane et le Mississippi. Elle dévaste des villes comme Slidell en Louisiane, Waveland, Bay Saint-Louis, Pass Christian, Gulfport et Biloxi dans le Mississippi. On est à Gulfport, sur la côte. Des chasseurs de tempêtes décrivent la scène. Une énorme onde de tempête arrive sur nous. Les routes vont être bloquées. On ne pourra plus rouler dans l'heure qui vient. On a dû revenir à l'hôtel. On va jeter un œil sur ce qui se passe dehors. C'est le golfe du Mexique qui déboule sur le parking. Et encore, les vents les plus forts n'arriveront que dans 1 heure, 1h30. L'eau arrive. Elle rentre dans la chambre. Les vagues arrivent de toutes parts. Ces 2 hommes sauvent une femme âgée de la montée rapide des eaux. On est dans l'entrée de l'hôtel. Tout le rez-de-chaussée est inondé. On voit des chaises flotter. La puissance de l'onde de tempête soulève une voiture et la projette contre les portes de l'hôtel. Il faut trouver un refuge plus élevé. On est au 1er étage. Les gens grimpent les escaliers à la hâte. L'œil est tout près. C'est le mur de l'œil. L'onde de tempête arrive. Regardez-la. À la Nouvelle-Orléans, alors que les vents fracassent l'onde de tempête contre les digues du lac Pontchartrain, Katrina réserve le pire de l'attaque pour la fin. Et pourtant, au moment même où la Nouvelle-Orléans est en train de sombrer, les journalistes sont inconscients de la catastrophe qui se déroule plus loin dans la ville. Sans le vouloir, leurs reportages en direct vont donner au pays une impression de sécurité totalement trompeuse. Ici, on a échappé au pire, même si ça a vraiment pas mal secoué. Nouvelle-Orléans, lundi 29 août, 10 heures. La caserne Jackson en amont du quartier français. Les crues de Katrina encerclent 337 hommes de la garde nationale. L'eau a atteint 4 ou 5 mètres dans le dépôt d'armes, en moins d'1 heure. On la voyait monter centimètre par centimètre jusqu'en haut. On entendait des morceaux du toit se détacher et des vitres se briser. Le dépôt d'armes est entouré d'immenses murs en briques, et à mesure que l'eau montait, on les voyait s'écrouler. Dans les habitations, les gens sont obligés de se réfugier à l'étage. Angela Green et Chris Erskine sont alors chez eux, dans le quartier central de la ville. On était dans une maison de plein pied. L'eau est arrivée à notre porte en 1 heure. Et elle a continué à monter. J'ai cassé le mur à la hache pour passer chez les voisins. À travers le mur. On a pris à manger parce qu'on n'avait plus rien.
Et on a nagé une dizaine de mètres jusqu'à chez d'autres voisins pour monter au premier étage. Si les eaux montent suffisamment haut chez vous, vous avez toutes les chances de mourir noyé dans le grenier si vous ne parvenez pas à casser le toit. Bâton rouge. Michael Brown, directeur de la FEMA, contacte Michael Chertoff, chef de la sécurité du territoire à Washington. Brown veut qu'1 millier de sauveteurs soient envoyés dans les 48 heures sur la zone touchée. La FEMA a environ 3000 employés. Comme ce n'est pas une agence de secours direct, elle n'a ni ambulance, ni camion de pompiers, ni hélicoptère. Elle compte sur les fonctionnaires des États, la Garde nationale, les entrepreneurs privés, l'armée américaine et d'autres agences fédérales. Brown donne l'ordre aux sauveteurs d'attendre que les responsables de gouvernement fédéral, des États et des villes mettent sur pied une structure de commandement unifiée. C'est le protocole habituel de la FEMA. Ce n'est pas évident de s'y retrouver dans le feu de l'action. C'est justement le moment où on a le plus de mal à dire « Attendez une minute, il faut y voir plus clair ». Personne ne veut entendre ça. L'État n'a pas la tâche facile. Il doit faire le tri entre ce qu'il peut faire lui-même et ce qu'il doit déléguer au gouvernement fédéral. Katrina a détruit la plupart des systèmes de communication. Les téléphones ne marchent plus. Les stations de radio et de télévision n'émettent plus. Même les liaisons satellites sont difficiles. Les premiers sauveteurs sont devenus des victimes. Russell Honoré, général de l'armée américaine, va bientôt recevoir pour mission de superviser les secours militaires. Et quand les premiers sauveteurs sont des victimes, la communication et la coordination deviennent difficiles. Mais l'ouragan Katrina n'a pas encore fini avec la Nouvelle-Orléans. Son œil est maintenant au nord-est de la ville. Avec une rotation anti-horaire des vents, il pousse une onde de tempête colossale sur les digues de la rive sud du lac Pontchartrain. L'onde de tempête a poussé toute l'eau dans cette direction, vers ces canaux et dans les voies navigables intercôtières. Les crues s'engouffrent dans les canaux de la 17e rue et de London Avenue. Les murs des digues le long du canal de London Avenue commencent à se fissurer et à ployer. Ensuite, près du pont de Mirabeau Avenue, les murs du côté est s'effondrent. L'eau s'engouffre dans la ville. « 10h30. Le mur de la digue, sur la face ouest du canal de London Avenue, ne tient plus. Tout comme la digue est du canal de la 17e rue, près du pont autoroutier de Old Hammond. Cette brèche fait entrer de l'eau dans l'ouest de Orléans Parish. Dans la Nouvelle-Orléans, les maisons sont noyées sous 2 à 3 mètres d'eau stagnante. Tout était endommagé. Je n'ai rien vu d'intact. Aucune maison, aucun commerce. Et j'ai remarqué que toutes les toitures avaient souffert. Là, j'ai compris que la situation était grave. Les sauveteurs se dirigent vers les zones inondées. Parmi eux, Dwayne et Daryl Showerman de la police de la Nouvelle-Orléans. On a commencé à recevoir des infos concernant des centaines de personnes bloquées dans des greniers ou sur des toits. Alex Brandon, photographe au Times-Picayune de la Nouvelle-Orléans, se joint aux 2 policiers pour photographier cette mission de sauvetage. On a décidé d'aller vers le centre-ville. On a dû se tailler un chemin à la tronçonneuse avec toute l'équipe d'intervention spéciale à cause des chênes déracinés. Il y avait des gens sur les toits ou dans les greniers qui appelaient à l'aide. On revoyait dans notre tête le 9e district comme il était avant. C'était devenu un lac, alors qu'il y avait plein de maisons. Là, on a compris que c'était vraiment grave. On s'est approché d'un toit pour sauver un jeune homme qui nous faisait signe. Il a dit « Moi je vais bien, mais il y a des personnes âgées dans la maison là-bas. » Et quand on y est allé, on a trouvé un couple de septuagénaires qui vivaient dans une maison de plein pied. Toute la journée, les frères Showerman et Alex Brandon vont de maison en maison pour aider les rescapés, les jeunes, les vieux et les pauvres.
Je prenais une photo, je posais l'appareil et j'aidais quelqu'un à monter dans le canot. Je prenais une photo, je posais l'appareil et j'aidais quelqu'un à monter dans le canot. Ces pauvres gens étaient à bout de force. Leur gratitude est immédiate. Alex photographie même le musicien Fats Domino quelques instants après son sauvetage. Le général Honory considère Katrina comme un adversaire de taille. Ce que cet ouragan a fait, c'est une opération militaire classique. Il a rassemblé ses forces pour attaquer les côtes de Louisiane et du Mississippi avec une puissance dévastatrice. L'une des priorités dans une attaque militaire, c'est de détruire les moyens de communication de l'ennemi. Il a anéanti tous nos systèmes de téléphone, portables et fixes. Et il a aussi coupé le réseau routier. Tout est inondé ici. Et quand cet ouragan a avancé vers le nord, il a protégé son flanc gauche en laissant des inondations. Tout va être englouti. C'est vraiment une attaque militaire classique. Arracher les yeux de l'ennemi, ses oreilles, et l'immobiliser pour l'empêcher de manœuvrer. Katrina a déclaré la guerre à la côte du Golfe et il gagne haut la main. Le centre-ville de la Nouvelle-Orléans est en miettes. 13 heures. À cet instant, la radio publique nationale joint l'un de ses correspondants, John Burnett. Comme beaucoup de journalistes, il ignore que les digues ont cédé. C'était l'issue la plus positive pour ce scénario catastrophe. Ici, on a échappé au pire, même si ça a vraiment pas mal secoué. À Washington, les gens se sont fiés aux médias pour évaluer la situation sur place. Et quand les reportages ont dit que tout allait bien le lundi après-midi, c'est l'impression qui a été relayée à Washington. À l'est, dans le sillage de Katrina, les dégâts sont effrayants. Au large de Mobile, en Alabama, l'ouragan a arraché cette plateforme pétrolière de ses piliers d'amarrage. À Biloxi, dans le Mississippi, une opératrice des urgences rassure une victime. On va venir vous chercher, ne paniquez pas. J'ai failli mourir noyé. Il reste rien de ma maison. Les casinos flottants de Biloxi et Gulfport ont été frappés de plein fouet. Katrina a projeté l'un d'eux à 150 mètres à l'intérieur des terres. La chance a tourné pour l'industrie du jeu de la région et pour beaucoup d'habitants. On a tout perdu. Je sais même pas si mes gosses sont vivants. Je n'en croyais pas mes yeux. Tout avait disparu. Les gens sortaient de leur maison, les ragards. Bien souvent, leurs voisins n'étaient plus là. Lundi après-midi. La fureur de la nature et la gestion calamiteuse de la crise vont se télescoper. Bâton Rouge, Louisiane. Michael Brown, directeur de la FEMA, fait son rapport à la sécurité du territoire et à la Maison-Blanche. L'ampleur de la catastrophe est sans précédent. Les opérations de sauvetage à la Nouvelle-Orléans ne sont pas coordonnées. Brown conclut que la Louisiane est incapable de faire face à la crise. Tandis que la nuit tombe, certains survivants pataugent encore dans les eaux saumâtres où flottent des cadavres. Le soir, l'envoyé spécial de la chaîne ABC à la Nouvelle-Orléans affirme que les digues ont débordé, mais qu'elles sont intactes. Selon ses propres mots,
C'est simplement le volume des précipitations qui a inondé de nombreux quartiers, mais ce n'est pas l'ouragan apocalyptique que beaucoup redoutaient. Dans les prochaines 24 heures, on va réaliser à quel point ces reportages rassurants ont tragiquement tort. Mardi 30 août 2005. Le soleil se lève sur les décombres de la côte du Golfe et ailleurs dans le pays, les Américains se réveillent avec de bonnes nouvelles. Comme beaucoup, les gros titres du New York Times font part d'un immense soulagement. Échappant de peu au drame tant redouté, la Nouvelle-Orléans est un fatras, mais elle a eu de la chance. Mais voici ce qui se passe vraiment en ce mardi matin sur le terrain. Les crues recouvrent 80% de l'agglomération et rien qu'à la Nouvelle-Orléans, au moins 200 000 maisons sont détruites. Les survivants errent dans la ville, sur un matelas, dans une boîte ou sur un radeau de fortune. Les voitures, les habitations et les panneaux de signalisation sont noyés sous un mélange boueux d'essence, d'eau usée et de produits chimiques. Des milliers d'habitants aux abois sont prisonniers de leur maison, poussés dans leur grenier ou sur le toit par la montée des eaux. Ils attendent et prient qu'on vienne les aider. La police tente de faire face, malgré les désertions. On apprendra plus tard que 249 policiers ont abandonné leur poste pendant l'ouragan. Ils nous ont laissé tomber au moment le plus critique pour la ville. Ça nous a vraiment fait du tort. Et pourtant, les opérations de sauvetage fonctionnent à plein régime. Elles sont dirigées par les gardes-côtes, la Garde nationale, les équipes de la FEMA et le département de la vie sauvage et de la pêche de Louisiane. Malgré l'absence de moyens de communication, ils récupèrent des rescapés sur les toits et circulent en bateau dans les quartiers inondés. Et l'eau continue à se déverser dans la ville. San Diego, Californie, 9 heures. Le président Bush n'a rien changé à son emploi du temps. Il arrive sur place, en provenance du Texas, pour faire un discours sur la base militaire de Coronado, pour commémorer le 60e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après son allocution, un porte-parole de la Maison-Blanche annonce que le président abrège ses vacances pour rentrer à Washington dès le lendemain et gérer l'ouragan Katrina. La Nouvelle-Orléans. Le maire Ray Nagin coordonne les opérations de sauvetage depuis son QG improvisé du 27e étage de l'hôtel Hyatt. Dans les 24 heures qui suivent une catastrophe, la rapidité de réaction est essentielle. Mais les responsables à tous les niveaux, locaux comme nationaux, n'ont pas encore une idée précise de la situation. Le chaos dans les rues fait écho à la désorganisation des autorités. Je crois qu'il n'y avait aucun système d'alerte leur permettant d'appuyer sur un bouton SOS au niveau de la ville ou de l'État pour dire « on a un gros problème ici ». Et quand les sauveteurs récupèrent des rescapés par une chaleur de 33 degrés, ils les emmènent au Superdome. Mais le stade est désormais une île au milieu d'une ville inondée. Les camions apportant du ravitaillement en nourriture, en eau et en médicaments ne peuvent accéder au bâtiment. Le nombre des réfugiés a grimpé à 20 000 et le stade ne peut même plus tous les contenir. Beaucoup sont sur place depuis maintenant 3 jours. Les conditions se dégradent d'heure en heure. Les toilettes sont bouchées et débordent. L'odeur des égouts, de la sueur et des immondices emplit l'air. Une situation comparable se développe à seulement 2 km dans le centre des conventions de la Nouvelle-Orléans. La ville n'a jamais prévu d'en faire un refuge officiel, mais aujourd'hui, environ 25 000 évacués s'y sont regroupés spontanément. Il y a aussi des touristes dont les hôtels ont été inondés. Rien n'est prévu pour eux sur place. Pas de nourriture, pas d'eau et pas de médicaments. La Garde nationale de Louisiane et la FEMA reconnaîtront plus tard qu'à ce moment-là, le mardi, elles ignoraient même qu'il y avait des gens ici.
Ma mère et ma sœur sont diabétiques. Je voulais les mettre en sécurité. Des centaines de gens sont bloqués sur des ponts et des routes dans les environs de la ville, sans rien à manger et à boire, et sans aucune protection. Beaucoup resteront dehors pendant plusieurs jours. C'est écœurant et révoltant. On est des êtres humains et ils nous traitent comme des criminels. Toute la ville est en proie au chaos. Les pillards s'attaquent aux vitrines des commerces. Ils emmènent tout ce qui leur tombe sous la main. Pendant ce temps, le corps des ingénieurs de l'armée tente de réparer la brèche de la 17e rue. Les sacs de sable sont élitreillés et largués sur la digue endommagée. Peine perdue. Les sacs sont trop petits et le courant les emporte. Et la Nouvelle-Orléans continue à se remplir. Les digues et les murs qui protégeaient autrefois la ville piègent maintenant l'eau des crues à l'intérieur. La Nouvelle-Orléans est équipée d'un système important de pompage pour évacuer les eaux vers le lac Pontchartrain et le Mississippi. Mais les pompes sont soit cassées, soit encombrées de débris. Si cette ville meurt, ce sera à cause de ce qui s'est passé après Katrina. Mardi soir, 22h15. Le gouverneur Kathleen Blanco demande l'évacuation totale du Superdome. Mais comme les alentours sont inondés, le transport des réfugiés va être très lent. On prévoit que des bus emmènent 20 000 personnes vers l'Astrodome de Houston et d'autres centres. Aidez-nous! La nuit tombe sur cette deuxième journée de l'après-Katrina. Des dizaines de milliers de personnes sont toujours dans l'impossibilité de quitter la ville. Certains sont à la rue sans rien, d'autres dans le Superdome ou le centre des conventions. Mercredi va être une journée de chaos total avec des rumeurs incontrôlables évoquant des meurtres et des viols. Et dans un pays habitué à voir ses soldats prendre le contrôle de territoires étrangers ou lancer de vastes opérations humanitaires, la population commence à s'interroger. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Mercredi 31 août 2005. Cela fait 48 heures que Katrina a frappé la côte du Golfe. Dans le cas d'un ouragan normal, les sauvetages devraient déjà être en cours. Mais l'ampleur de la catastrophe est sans précédent. La Nouvelle-Orléans. Selon la FEMA, les inondations empêchent ces camions d'entrer dans la ville. La FEMA affirmera plus tard que pendant les jours suivants, ses communications avec les autorités locales et de l'État seront difficiles et que selon ses propres mots, elle ne sait pas où on a besoin d'aide en urgence. Dans le Superdome, 20 000 évacués attendent des bus pour leur transfert à Houston. Au moment du tsunami ou de l'ouragan en Floride, les gens se sont précipités pour aider. Mais nous, on est dans notre propre ville et on ne nous donne rien. 10h40. Le président Bush embarque à bord d'Air Force One pour regagner Washington. Il demande aux pilotes de survoler la zone de l'ouragan à basse altitude. En contrebas, des dizaines de milliers de gens s'entassent dans des refuges dans 3 États. Tous espèrent rentrer chez eux rapidement. Beaucoup en sont réduits aux dernières extrémités pour survivre. Mobile, Alabama. Les survivants tentent de récupérer tout ce qu'ils peuvent dans les décombres de leurs habitations. À la Nouvelle-Orléans, il n'y a plus d'électricité. Les survivants suffoquent dans une chaleur dépassant 32 degrés. Pas d'eau, pas de nourriture. On a des bébés et des handicapés ici. On meurt de faim. Le général Russell Honoré est maintenant sur place pour coordonner les opérations de l'armée. Il passe immédiatement à l'action. Accordez un peu de crédit au président. Dans une interview à la radio, le maire Ray Nagin se dit satisfait de l'intervention des militaires. Il nous envoyait un type à la John Wayne pour prendre les choses en main. Le général Honoré. Dès qu'il est descendu de son hélico, il a commencé à râler et les gens se sont enfin bougés. Pour le général Honoré, la situation à la Nouvelle-Orléans est bien plus grave que dans le Mississippi.
La grande différence, c'est qu'au Mississippi, il n'y avait pas d'eau stagnante. Les communications et les routes étaient coupées, mais l'eau s'était retirée. Dans le cas de la Nouvelle-Orléans, on avait une sorte de cuvette remplie d'eau. Et les opérations de secours sont toujours désorganisées. Le maire prédit des milliers de morts uniquement dans sa ville. Dans les 2 jours qui suivent, les autorités de Louisiane parlent d'un bilan humain de 10 000 victimes. Les hélicoptères emmènent les blessés et les malades vers l'aéroport Louis Armstrong, qui s'improvise en hôpital de campagne. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Mais tout le monde fait de son mieux. Il nous faut de l'insuline. Plus la journée avance, plus les pillages s'intensifient. Le maire Negin ordonne à sa police de stopper les sauvetages pour se concentrer sur le maintien de l'ordre. Certains volent pour survivre. On nous a dit qu'on pouvait prendre de quoi survivre. J'ai pas pris de vêtements, juste à manger. D'autres profitent juste de la situation. Il y a trop de pillards à appréhender et trop peu de policiers dans les rues. Les troupes de la garde nationale ne se chargent pas des délinquants, car le gouverneur Blanco leur a donné comme priorité les opérations de secours. Des rumeurs commencent à circuler. On parle d'explosions de violence dans le Superdome et le centre des conventions. On évoque des crimes, des agressions et des viols. Les médias nationaux et internationaux relaient ces rumeurs comme des faits avérés. La plupart se révéleront infondées ou très exagérées. Les estimations faisant état de 200 cadavres dans le Superdome sont fausses. Au total, 6 personnes sont mortes dans le stade. 4 de cause naturelle, 1 d'overdose et 1 de suicide. Les histoires terrifiantes de meurtres dans le centre des conventions ne reposent sur rien, elles non plus. La police retrouvera 4 corps, dont 1 seule victime d'homicide. J'adore la presse. Elle donne sa propre version de la situation et après ça tourne en rond et enfle tout seul. Quelqu'un dit 2 morts et après ça devient 5, etc. Malgré tout, ces 2 centres et les visages accablés des réfugiés deviennent les symboles d'une catastrophe inimaginable. Les Américains découvrent des images qu'ils associent plus avec le tiers-monde qu'à leur propre pays. Je n'ai plus de maison. J'habitais dans le centre. Elle a disparu sous l'eau. Je n'ai plus rien. Il y a plus de 3000 personnes ici, sans maison, sans rien. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Le sort des victimes de Katrina émeut toute l'Amérique. Notamment cet homme, patron d'une compagnie d'autocars dans une petite ville près de Minneapolis. Avec ses amis, il monte une opération de secours. On a collecté plus de 40 tonnes de vivres et de matériel en 24 heures. Ils partent en convoi jusqu'en Louisiane, de nuit, avec 6 autocars et un camion. Ils apportent à manger et des fournitures d'urgence aux victimes de Shreveport et Natchitoches. Bentonville, Arkansas. Le centre des opérations d'urgence des supermarchés Walmart a été créé il y a 1 semaine pour constituer des stocks dans les magasins. Maintenant, c'est devenu un centre de secours en partenariat avec la Croix-Rouge du Mississippi et de Louisiane. Il fallait envoyer 5 remorques par jour pour aider Jefferson Parish et distribuer de l'eau et des aliments lyophilisés. On avait aussi pas mal de tronçonneuses pour extraire les gens prisonniers des bâtiments. Mercredi après-midi, Washington. Le président Bush rentre à la Maison-Blanche et convoque une réunion de son cabinet. Avec ses conseillers, il discute de l'éventualité d'une prise en main des secours et de la garde nationale par le gouvernement fédéral. Selon des rapports publiés par la suite, le président appelle alors le gouverneur Blanco pour lui proposer cette idée, mais sans obtenir son accord. Dans les semaines à venir, l'entourage de Kathleen Blanco reconnaîtra qu'elle a parlé avec le président ce mercredi-là, mais niera farouchement que George Bush lui ait fait cette offre. C'est une question de pouvoir. Si elle avait autorisé le président à prendre le contrôle de la garde nationale, on le lui aurait reproché. Là, c'est une question de stratégie politique. C'est ça qui entre en ligne de compte. Qui est responsable des opérations de secours?
La confusion règne et le problème se répercute dans toute la région touchée. La FEMA et la Croix-Rouge avaient bien quelques camions avec de la nourriture sur place. Mais les secours dont on a besoin quand un ouragan de cette magnitude touche aussi durement une région, on ne les a pas vus. La Nouvelle-Orléans, mercredi soir. Des bus arrivent au Superdome et entament l'évacuation. Mais un groupe d'habitants de la ville est déjà en train d'être évacué, mais pas par la ville, l'État ou la FEMA. Jabbar Gibson, 20 ans, a réquisitionné un bus scolaire. Il fait monter des gens et met le cap sur le Texas. 22h35. Gibson arrive à l'Astrodome de Houston. Il dépose ses passagers dans ce tout nouveau refuge. Les caméras de télévision passent en boucle les images de ce jeune homme au volant de son bus. Au milieu de cette crise où toutes les autorités semblent dépassées, un simple citoyen est à la hauteur de la situation et agit avec héroïsme. Et une question est sur toutes les lèvres. Où sont les officiels qui devraient faire comme lui? Jeudi 1er septembre 2005, 7 heures. À la télévision, le président Bush fait un commentaire qui déclenche une tempête politique. Personne n'avait anticipé l'effondrement des digues. En réalité, certains experts avaient averti que les digues risquaient de céder si un gros ouragan balayait la Nouvelle-Orléans. Le président a dit qu'il allait enquêter sur les racines du problème. Il n'a qu'à se regarder dans un miroir. Mais où les gens étaient-ils censés trouver de l'eau et de l'aide? Ils étaient en train de mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Prochaine cible des critiques, la lenteur de l'évacuation du Superdome. Il faudra 3 jours pour transférer les 20 000 réfugiés vers Houston et d'autres centres. Décharger tout ça et renvoyer les camions prendre un autre chargement. Oui, chef. Tout de suite. Oui, chef. Le général Russell Honoré est chargé des transports. Pour de nombreux observateurs, il est le premier officiel sur place qui semble organiser quelque chose. Toute opération humanitaire se réduit à des questions logistiques. On ne pouvait pas faire venir les cars à cause de l'eau. Ensuite, quand ils ont pu approcher, on ne pouvait les amener que 2 par 2. La Croix-Rouge offre ses services à la Nouvelle-Orléans. Mais les officiels de Louisiane déclinent son aide, sous prétexte qu'ils ne peuvent garantir la sécurité de ses équipes et que les véhicules de la Croix-Rouge risquent de gêner les opérations de secours. Mississippi. Atteindre toutes les victimes est un processus très lent, car la population locale est très dispersée. George Bush, sortez de la Maison-Blanche et venez nous aider. Par pitié, aidez-nous. Un camion de l'armée du salut s'est bien installé là-bas. Mais il est resté 3 heures et il est reparti. La Nouvelle-Orléans a désespérément besoin d'aide. De gros sacs de sable commencent à colmater les brèches du canal de la 17e rue. Les troupes de la garde nationale reprennent peu à peu possession de la ville. Leur mission consiste à chercher des survivants en faisant du porte-à-porte. Ici les sauveteurs! Faites du bruit, on vient vous aider! Certains refusaient d'être évacués, mais on ne voulait pas les laisser sur place et être obligés de revenir les chercher plus tard. Les policiers de la Nouvelle-Orléans font équipe avec d'autres sauveteurs. Aucun corps dans cette maison, mais dans celle-là, on a trouvé un cadavre. Ce policier avance avec de l'eau jusqu'aux genoux pour voir s'il reste quelqu'un dans cette maison. Bonne nouvelle, elle n'est pas là. Visiblement, l'eau est montée d'encore 30 cm dans la maison. Mais elle a pu sortir. Tout le monde n'a pas eu cette chance. Mes gosses sont morts. Je n'étais pas là. Je suis rentré chez moi pour récupérer mon argent.
tout était sous l'eau. Ma femme a disparu. Je ne veux même pas en parler. La bureaucratie ralentit encore les secours. Ce groupe a roulé 22 heures pour venir de Floride. Et à son arrivée, les officiels lui demandent de montrer ses autorisations et de remplir des formulaires. Le processus prend 2 jours. Il n'y avait aucune communication. La main droite ne savait pas ce que la gauche faisait. Nous, on était organisés, on savait quoi faire et on avait des bateaux. Mais on nous a dit d'attendre. Et les opérations de secours sont au point mort. Des milliers de personnes sont encore bloquées au centre des conventions, dans des conditions invivables, sans eau ni nourriture. Les ordures débordent sur les trottoirs et les rues. Les malades, comme cet homme, sont emportés sur des civières au milieu des immondices. Excusez mon langage, mais je pète les plombs. Jeudi soir. Dans une interview radio, le maire Ray Nagin s'en prend aux responsables de l'État et de Washington. Ne donnez pas d'autres conférences de presse tant qu'il n'y aura pas de ressources dans cette ville. Bougez vos culs et agissez. Il faut résoudre cette crise qui est la plus grave de l'histoire du pays. 23h30. Michael Brown, directeur de la FEMA, passe sur la chaîne ABC. Ted Koppel l'interroge sur les rapports affirmant que la FEMA n'a appris l'existence des réfugiés du centre des conventions que le jour même. Vous ne regardez pas la télévision? Vous n'écoutez pas la radio? Nos reporters en ont parlé avant aujourd'hui. Nous avons été officiellement informés de la situation aujourd'hui. Nous étions concentrés sur les missions de sauvetage et l'évacuation du Superdome. Quand nous avons appris ça, mon premier geste a été d'envoyer des gens là-bas. Le présentateur demande aussi à Brown pourquoi la FEMA n'est pas intervenue plus tôt. Quand les digues ont lâché, nous étions en train d'arriver et nous avons dû faire machine arrière. Et j'ai également été pris au dépourvu par le nombre de gens, et je n'accuse personne, qui n'ont pas pu ou pas voulu évacuer. Les explications semblent logiques. Mais dans la zone de l'ouragan, les problèmes sont immenses et pressants. Les gens sont de plus en plus furieux devant la lenteur des secours. C'est un processus très lent parce que ça concerne toute la ville. On ne peut pas rentrer chez nous. On n'a plus rien. Mobile, Alabama, vendredi 2 septembre 2005, 10h35. Pour la première fois, le président Bush va découvrir de ses yeux les ravages de Katrina. Accompagné de Mike Brown, le directeur de la FEMA, il répond aux critiques de plus en plus vives sur les secours fédéraux. Si tout ne se passe pas comme il faut, nous allons y remédier. S'il y a des problèmes, nous allons les résoudre. Je suis venu le dire à la population. Et Brownie, tu fais du sacré bon boulot. Il travaille jour et nuit. La Nouvelle-Orléans, midi. La garde nationale de Louisiane arrive au centre des conventions. En 30 minutes, elle rétablit l'ordre et commence à distribuer de l'eau et de la nourriture. Dans les 36 heures, elle va évacuer 25 000 personnes du bâtiment et les acheminer en bus vers des refuges dans tout le pays. 17 heures. Air Force One atterrit à l'aéroport Louis Armstrong de la Nouvelle-Orléans. Dans son bureau, à bord, le président rencontre Kathleen Blanco et Ray Nagin. Le maire décrit ensuite la réunion. On était dans Air Force One et j'ai dit « Monsieur le Président, Madame le Gouverneur, vous devez accorder vos violons. Sinon, il y aura encore plus de morts. » Mais le président et le gouverneur ne parviennent pas à se mettre d'accord. Kathleen Blanco refuse que le gouvernement fédéral lui retire l'organisation des secours. Quand le président rentre à Washington, il débloque la première d'une série d'aides financières pour les victimes de l'ouragan. Lundi 5 septembre. La tension monte entre le gouverneur et le maire. Dans une interview, Nagin compare les secours du général Honoré avec ceux de l'État de Louisiane.
Lui, quand il est arrivé sur le terrain, il a fait bouger les choses. Mais l'État, je ne sais pas ce qu'il a fichu. Mardi 6 septembre, le corps des ingénieurs de l'armée commence à pomper l'eau qui inonde la Nouvelle-Orléans pour la déverser dans le lac Pontchartrain et le Mississippi. On a mis sur pied une unité spéciale chargée d'évacuer l'eau. Elle s'est concentrée là-dessus et sur la remise en marche des stations de pompage. Vendredi 9 septembre. 11 jours après le passage de Katrina, plus de la moitié de la Nouvelle-Orléans est toujours sous l'eau. Environ 1 million d'habitants ont été évacués de la zone de l'ouragan. Les agences gouvernementales et les groupes de bénévoles ont recueilli plus de 250 000 réfugiés. Les autres sont hébergés par des amis ou de la famille un peu partout dans le pays. Dans les rues inondées du quartier Arabi de la Nouvelle-Orléans, l'eau souillée arrive jusqu'au premier étage des maisons. Tu vas mourir si tu restes là, je te le promets, tu vas mourir. Moi, je veux pas que tu meures. La Garde nationale et la FEMA font le tour des maisons pour convaincre les récalcitrants qui refusent encore de partir. Le maire Negin a demandé à tous d'évacuer la ville, ce qui a provoqué un clash avec le gouverneur Blanco, qui affirme que le maire n'a pas l'autorité nécessaire pour donner un tel ordre. Jusqu'à présent, les équipes des instances locales, de l'État et de Washington, ainsi que les bénévoles, sont venus en aide à plus de 50 000 personnes. La FEMA a distribué 18 millions de repas et 45 millions de litres d'eau potable. Et dans tout le pays, les Américains ont répondu à l'appel. On nous a donné tout ce dont on avait besoin. On ne peut pas demander plus. Les dons aux différentes organisations dépassent le $1 milliard. C'est un élan de générosité sans précédent depuis le 11 septembre. Bâton rouge. Les lignes téléphoniques terrestres commencent à être rétablies. Pour la première fois depuis l'ouragan, les différents responsables des secours peuvent organiser une téléconférence. Aucun représentant de la FEMA n'est présent et les autres font part de leur mécontentement face à son action. Hier, on devait avoir une réunion avec les gens de Bâton Rouge et de la FEMA. Mais elle a été annulée. Je ne sais pas ce qu'ils font, à part créer un chaos sans nom. L'un des points sensibles est la question de l'hébergement temporaire des victimes. Normalement, c'est la FEMA qui doit s'en occuper. Ils ont promis 400 mobilos Mass Lidl. Mais on ne sait pas qui a dit ça, ou quelle est son autorité. C'est le bordel. Jeff Smith, responsable des situations de crise pour la Louisiane, affirme en avoir parlé en haut lieu. J'ai court-circuité ma hiérarchie. J'ai appelé directement le vice-président hier soir pour lui dire que c'était inacceptable. Il faut résoudre ce problème de communication. Ça ne sert à rien de descendre la FEMA. On doit faire de notre mieux, en coopération avec elle. Walter Mestry, qui gère la crise pour Jefferson Parish, est en colère contre la FEMA qui n'a pas tenu les promesses faites avant le passage de Katrina. Tout d'abord, depuis l'ouragan, nous n'avons toujours pas reçu l'approvisionnement en essence. Et comme vous vous en souvenez, au cours de la dernière téléconférence avant l'ouragan, nous avons demandé des Genpacks. Les Genpacks sont des générateurs. Sans eux, Mestry ne peut pas faire fonctionner les égouts de sa paroisse. Les eaux usées débordent dans les rues et on va avoir une catastrophe sanitaire sur les bras. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on n'a pas vu arriver un seul générateur. Maintenant, alors qu'on est au plus mal, on ne nous donne rien. Dans l'après-midi, Michael Chertoff, chef de la sécurité du territoire, donne une conférence de presse à Bâton Rouge pour prendre la défense de la FEMA. Mike Brown a fait tout son possible. Malgré tout, Chertoff renvoie Michael Brown à Washington. Il désigne le vice-amiral Tad Allen, membre de la Garde nationale depuis 34 ans, pour superviser les opérations de secours de la FEMA. 3 jours plus tard, le 12 septembre, Michael Brown démissionne. Il laisse derrière lui une agence à l'image ternie et un sérieux problème politique pour l'administration Bush. On descend Paris Avenue, qui est une grande artère menant aux rives du lac.
La plupart des maisons sont des pavillons individuels. 2 semaines après les inondations qui ont ravagé la Nouvelle-Orléans, Cynthia Morel, conseillère municipale, et son mari Arthur, délégué de Louisiane à la Chambre, reviennent dans leur ancien quartier. C'est la voiture de mon fils, juste là. Enfin, son toit. La Jeep d'Arthur. La pression de l'eau a déformé ces murs en béton. Et ils ont cédé. L'eau s'est engouffrée de l'autre côté parce que les barres en métal et le béton n'ont pas tenu. C'était trop lourd. Plusieurs pompes géantes ont commencé à drainer l'eau vers le lac Pontchartrain. Les habitants reviennent voir ce qu'il reste de leur maison. Ici, c'était un pâté de maisons très agréable, où vivaient surtout des familles. Les Monley, Miss Kate, Monsieur Hale, Miss Johnson, les Yancey, les Fletcher, et Langley qui était coiffeur là-bas. Oliver Thomas, président du conseil municipal, inspecte son quartier dans le 9e district et la maison où il a grandi. Je croyais avoir pleuré toutes les larmes de mon corps. Faut croire que non. C'est la maison que mon père a achetée avec sa prime de démobilisation de GI pour qu'on ait notre chez nous. À mesure que les autorités fouillent tous les quartiers de la Nouvelle-Orléans, le bilan s'alourdit. Dans le mois qui va suivre, il dépassera 1200 morts en Louisiane, en Alabama et dans le Mississippi. La côte du Golfe a perdu la bataille contre l'ouragan Katrina. Certains survivants restent bloqués des jours entiers, tandis que la première puissance du monde tente de leur apporter de la nourriture et des secours. C'est un spectacle calamiteux, surtout depuis le 11 septembre. Les Américains avaient le droit de penser que leur pays avait été sécurisé après le 11 septembre. Personne n'a été à la hauteur, c'est une évidence. Mardi 13 septembre, le président Bush est le premier officiel haut placé à endosser sa responsabilité dans le fiasco. Katrina a fait apparaître de graves problèmes dans notre capacité de réaction à tous les niveaux du gouvernement. Et dans la mesure où le gouvernement fédéral a failli à sa mission, j'en accepte la responsabilité. Mardi 20 septembre, un autre ouragan, Rita, tourbillonne dans le golfe du Mexique. Les autorités ont une seconde chance de se montrer compétentes. Oublions les critiques des journalistes. Nous devons agir. Alors n'embrouillez pas la population. Il faut oublier l'ouragan précédent. Notre première mission est de sauver des vies. Une opération coordonnée du gouvernement fédéral, de l'État et des autorités locales est en cours. Le gouvernement fédéral a pris soin de nous assurer que des plans avaient été échafaudés, des gens postés sur place avec des provisions d'eau et de nourriture. Il était déterminé à ne pas répéter la même erreur 3 semaines plus tard. Samedi 24 septembre. L'ouragan Rita touche terre entre Johnson's Bayou en Louisiane et Sabine Pass au Texas. Les dégâts sont importants et on dénombre une dizaine de victimes. Mais cette fois-ci, le gouvernement n'a pas démérité. Washington, mardi 27 septembre. Michael Brown, l'ancien directeur de la FEMA, témoigne devant un comité de la Chambre. Il fait porter la responsabilité de ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans sur les autorités de la ville et de l'État. Personnellement, je regrette amèrement de ne pas avoir pu convaincre le gouverneur Blanco et le maire Nagin de s'asseoir autour d'une table et d'oublier leurs différends pour travailler ensemble. Je n'ai pas réussi. Ma plus grande erreur était de ne pas réaliser le samedi à quel point la Louisiane fonctionnait mal.
Le lendemain, Kathleen Blanco prend la parole devant un comité du Sénat sur un autre sujet, mais refuse de commenter. Hier, M. Brown n'a pas mâché ses mots pour vous critiquer. Je voudrais vous donner l'occasion, si vous le souhaitez, de lui répondre. Sénateur Conrad, je vous remercie, mais aujourd'hui, je suis venu parler de création d'emplois. Lundi 17 octobre, la FEMA transmet certains de ses mails au comité d'enquête sur Katrina. Les journalistes mettent la main dessus. Michael Brown a par exemple écrit à un de ses collègues 2 jours avant l'ouragan. Il fait allusion au scénario fictif de l'ouragan Pam en 2004. Regarde ce scénario comparé à ce qu'on a planifié pour la Nouvelle-Orléans. Tu vois le tableau. Mais qui a compris l'ampleur de la crise qui s'annonçait? 5 jours après l'ouragan, un autre mail envoyé par un responsable de la FEMA dans le Mississippi montre que l'agence n'a rien vu venir. Nos ressources sont bien en deçà des besoins, écrit-il. On a reçu moins de 25% de ce qu'on demande quotidiennement au QG. Face à l'ouragan Katrina, les Américains se sont demandé si le gouvernement, à quelque niveau que ce soit, était prêt en cas de catastrophe majeure ou d'attaque terroriste sur le territoire. Après le 11 septembre, le Congrès a débloqué des milliards de dollars pour que les villes et les États améliorent leur plan d'évacuation. Sont-ils au point pour autant? Prenons l'exemple de New York. La ville dépend entièrement d'un système de transport en commun vulnérable pour mettre ses habitants en lieu sûr. Ou Los Angeles. En cas de tremblement de terre catastrophique, la population devrait fuir la ville. Mais Los Angeles n'a aucun plan pour évacuer des millions de gens et les héberger. Je ne vois pas la trace de la montée des eaux. C'est la grande maison grise au coin. Le trompettiste de jazz Kermit Ruffins revient chez lui. La maison est un peu en hauteur et semble avoir été épargnée. En voyant la ville aujourd'hui, on n'a qu'une hâte. La rebâtir. On ne pense qu'à ça. Là, c'est les photos de ma chérie et mes disques. Rien n'a changé. Ruffins va faire un tour chez Vaughan's, le bar du quartier où il joue tous les jeudis soirs depuis 13 ans. Rien n'a changé. Ça va redémarrer en un rien de temps. Il faut juste de l'électricité. L'ouragan Katrina a momentanément entamé l'esprit festif de la Nouvelle-Orléans. Mais il ne l'a pas définitivement noyé. Il faudra peut-être un an pour que ça redevienne comme avant.